Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin dans cette émission pour les grands-parents pour parler du souffle et des bienfaits de l'activité physique. En moyenne, on respire entre 12 et 18 fois par minute, ce qui fait plus de 20 000 fois par jour. L'air est notre première source vitale avant même l'alimentation et pourtant, on n'y prête pas attention et on ne se préoccupe pas toujours de la qualité de l'air. C'est justement le sujet ce matin. Les grands-parents ont un rôle essentiel dans les familles auprès de leurs petits-enfants et de leurs enfants, surtout quand ils peuvent avoir de l'asthme ou des allergies respiratoires, mais également des problèmes respiratoires qui sont plutôt fréquents dans le monde d'aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous agir. Et justement, on va vous parler d'une fondation qui fait un travail remarquable. Il s'agit de la Fondation du Souffle. Parce que profiter de sa retraite, c'est également profiter de sa santé et être en pleine forme. On vous donne des conseils pour prendre soin de votre souffle et prendre soin de celui de votre tribu. Pour en parler ce matin, j'accueille le professeur Bruno Crestani. Bonjour. Bonjour Marie-Laurence. Bienvenue, vous êtes pneumologue, professeur à l'Université de Paris, vous êtes chef de service en pneumologie et vous êtes également vice-président de la Fondation du Souffle. Parfaitement, merci de l'invitation. Avec plaisir. J'accueille aussi Jérôme Boucontet, vous êtes masseur kinésithérapeute, vous travaillez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous vous occupez de personnes qui souffrent de problèmes respiratoires. Bonjour Marie-Laurence, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors docteur, pour commencer, c'est quoi les maladies respiratoires et est-ce que c'est fréquent ? Les maladies respiratoires sont extrêmement fréquentes. On estime qu'en France, il y a environ 10 millions de personnes qui sont atteintes ou ont été atteintes de maladies respiratoires. Les maladies respiratoires sont extrêmement variées, ce qui explique ce grand nombre. À un moment donné, par exemple, on estime qu'il y a 7 à 8% de la population qui est asthmatique ou qui l'a été. Si vous rajoutez 3 millions de patients qui ont des PPCO, presque 50 000 cas de cancer du poumon, toutes les maladies infectieuses, on comprend le grand nombre de maladies et le grand nombre de patients. Et ça veut dire quoi, une maladie respiratoire ? Une maladie respiratoire, c'est être essoufflé, ça veut dire tousser, ça veut dire être limité dans les efforts de la vie quotidienne, ça veut dire avoir du mal à monter une volée de marche, ça veut dire avoir du mal à sortir, se promener avec les autres, marcher à la même vitesse que les autres, faire du sport, avoir une activité physique. C'est un handicap, c'est une qualité de vie altérée, et puis parfois ça met en jeu la vie même. Donc ça peut être grave, moins grave, chronique, aigu. Voilà. Et on peut passer à côté en fait d'une maladie et ne pas être au courant ? Alors ça, c'est un vrai problème et c'est une grande préoccupation des pneumologues, les médecins qui s'occupent des maladies respiratoires, et de la Fondation du Souffle qui se préoccupe des patients atteints de maladies respiratoires. C'est diagnostiquer tôt les maladies parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de maladies, le diagnostic n'est pas fait. La maladie est là. Par exemple pour la BPCO ? La BPCO, un BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une des maladies respiratoires les plus fréquentes, 3 millions de personnes atteintes en France. On estime qu'il y a un tiers des patients qui en sont atteints, qui toussent, qui sont essoufflés et qui n'ont pas de diagnostic. Et s'ils n'ont pas de diagnostic, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de traitement. Donc effectivement, il faut être attentif à ces symptômes pour faire le diagnostic et bénéficier des avancées et des énormes progrès dans les maladies respiratoires. Jérôme, on peut ne pas se rendre compte qu'on a un problème d'essoufflement, par exemple ? Alors je voudrais revenir sur cette question d'essoufflement, parce qu'en fait, dans notre quotidien, on est toujours essoufflé, on a toujours une sensation d'essoufflement. Après, c'est de savoir, comme disait le professeur Crestani, c'est plutôt savoir si cet essoufflement en fait, a un impact fort sur l'activité dans votre vie quotidienne. Et comme il le formulait précédemment, dès que vous n'arrivez plus à monter en fait, vos escaliers, et que vous êtes essoufflé comme si vous aviez couru un marathon, ouais, là on peut se poser la question. Après, l'essoufflement au quotidien, dès que vous avez une augmentation de votre activité physique, l'essoufflement apparaît pour tout le monde. Et c'est justement là l'enjeu en fait, dans ce diagnostic précoce, c'est de comment, avec des éléments suffisamment précis, sans être pourtant alarmiste, détecter qu'effectivement il y a peut-être quelque chose de sous-jacent au niveau respiratoire. Quand on est un grand-parent et qu'on mène une vie classique sans faire forcément beaucoup d'activité physique, on peut passer à côté assez facilement ? Je pense que oui, on peut, comme il y a vraiment une forte diminution de l'activité physique, on peut passer à côté. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il paraît qu'il y a eu une pandémie mondiale qui nous a rappelé que l'activité physique c'était très important, puisque voilà, pendant 2 ans on avait tous été quasiment confinés, et quand on est tous ressortis, on s'est dit tiens, mine de rien, on fait quand même beaucoup d'activités dans nos journées. Donc oui,
le corps humain est fait pour pouvoir avoir de l'activité physique et si on n'en fait pas, ça engendre d'autres conséquences. Si je peux rebondir sur ce que dit Jérôme, moi j'ai l'habitude de dire que c'est pas normal d'être essoufflé. Alors bien sûr, si je fais un marathon, j'ai le sentiment d'être essoufflé, mais monter un étage et être essoufflé, c'est pas normal, d'accord? Et même 3 étages, ça commence à se discuter. Hein. D'accord, donc si on a des grands-parents qui courent après leurs petits-enfants... et qui se sentent limités dans leur souffle, c'est pas normal. Professeur, vous êtes vice-président de la Fondation du Souffle. En quoi son rôle est essentiel? Donc, la Fondation du Souffle, elle est absolument nécessaire parce que quand on voit la grande variété des maladies respiratoires, quand on voit le grand nombre de patients atteints de maladies respiratoires, il fallait qu'il y ait une fondation qui s'adresse à ces patients et qui s'adresse à ces maladies. La Fondation, elle a 3 missions. La première mission, c'est informer pour prévenir. Informer les patients, informer le public pour prévenir les maladies, prévenir leur aggravation. La deuxième mission, c'est aider. Aider les patients, aider leurs familles qui peuvent être dans des situations difficiles, donc c'est une action d'aide sociale. Donc c'est de l'aide financière aussi. Ça peut être de l'aide financière, ça peut être de l'aide pour accéder au système de santé lorsque c'est difficile, mais oui, en particulier de l'aide financière. La troisième mission de la Fondation, c'est chercher. Chercher, ou plutôt aider les chercheurs à leur fournir les moyens pour trouver. Et donc la Fondation, elle va financer des bourses, financer des projets de recherche, des bourses pour des jeunes chercheurs, pour des chercheurs plus anciens, pour des études en réseau, et surtout pour tous les types de maladies respiratoires. Alors la Fondation, elle a des moyens financiers qui sont limités. Elle ne reçoit pas de subventions publiques. Elle reçoit de l'argent de ses mécènes et de ses donateurs. Donateurs qui sont vous, moi, vous aussi peut-être, chacun d'entre nous en réalité, pour les 3 missions de la Fondation. Hein, je répète, on informe, on aide et puis on cherche. Et on trouve. Alors, Jérôme, comment est-ce qu'on peut améliorer le confort de vie des grands-parents, par exemple, qui sont essoufflés, qui nous regardent? Comment est-ce qu'on peut prendre soin de son souffle? Ouais, je dirais tout simplement, c'est de prendre déjà du plaisir dans l'activité physique. Qu'il faut être actif, c'est ça? Ouais, il faut être actif au quotidien. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise en fait une activité de 20 minutes par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir en fait ce qu'on pourrait dire vulgairement une activité cardio-respiratoire. Et en gros, c'est une activité continue, prolongée, sur 20 minutes. Et ça, c'est quoi comme exemple? C'est monter quelque chose qui serait en pente, monter ses escaliers. L'idée, je pense que c'est toujours d'avoir du plaisir. C'est-à-dire que je pense qu'il faut considérer ça que c'est comme la cuisine, c'est comme la couture, pour ceux qui nous regardent et qui ont des activités diverses et variées, bricolage. Cette activité physique est très très importante pour notre quotidien et surtout pour assurer toutes les fonctions de l'ensemble du corps. Ça permet, par cette respiration, d'activer le cœur. Ça permet de faire la vascularisation, peut-être que le Dr Crestani pourra peut-être mieux préciser que moi encore, mais en tout cas, il y a un impact sur l'ensemble du corps. Et je dirais, prendre soin de son souffle, en fait, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. Et en avant, prenons plaisir à se mettre en mouvement. Je vais me faire un peu l'avocat des grands-parents qui restent plutôt sur leur canapé, mais on se dit à quoi ça sert de marcher 20 minutes par jour? C'est pas vraiment de l'exercice, et finalement, est-ce que ça change grand-chose? Professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est énorme. Donc ça, c'est les recommandations de l'OMS, c'est les recommandations minimales. Parce qu'en fait, dès que je me mets en exercice, je vais augmenter mon rythme cardiaque, donc je vais améliorer la perfusion dans mes muscles, ça va faire sécréter des substances qui vont améliorer l'arrivée de sang justement dans mes muscles, dans mes reins, dans mon cœur. Mais ça sert à quoi? Et ça sert à se sentir mieux. Ça sert à être en forme, ça sert à être capable de monter 3 étages au lieu d'un seul, ça sert d'être capable d'aller promener son petit-fils justement, au-delà jusqu'au parc et d'en revenir. Non, c'est extrêmement important. Hein. Et même c'est excellent également
pour le moral. Les études montrent de façon très claire que quand vous faites une activité physique, vous voyez la vie en rose. Et pour la même maladie respiratoire, vous vous sentez beaucoup mieux, vous allez dormir mieux, vous êtes plus sympathique pour votre entourage également, vous améliorez votre cœur, vous améliorez vos muscles, vous améliorez vos os, vous êtes moins fragile, vous améliorez votre équilibre. Oui, c'est un pneumologue qui parle de choses qui n'ont rien à voir avec le souffle, mais néanmoins, améliorer son souffle, c'est vraiment améliorer sa qualité de vie. Et je trouve que l'image que vous avez prise de prendre du plaisir, finalement, à cultiver son souffle et à préserver son capital souffle, c'est aussi un élément très important. Ouais, j'ai une petite question. Parfois, on a des grands-parents qui sont opérés, je ne sais pas, qui se font mettre une prothèse de la hanche, et on se dit, derrière, à quoi ça sert finalement de reprendre une activité physique? Donc moi, la question que je me pose, c'est si par exemple on souffre d'une petite maladie respiratoire ou si on se fait opérer, est-ce que c'est possible derrière de récupérer, je ne sais pas, un confort de vie, d'être moins essoufflé? Jérôme, vous qui recevez des patients, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a un terme que vous avez utilisé, c'est le muscle. Et en fait, le muscle, c'est un peu l'adaptation parfaite. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, le muscle fond. Et on s'en est rendu compte sur les patients qui ont été, pendant cette période Covid, très grave. En fait, la première chose dont ils ont souffert quand ils sont sortis de la maladie du Covid, c'est cette amyotrophie sévère. C'est-à-dire, ils ont perdu énormément de leur masse musculaire, et donc c'est comme s'ils avaient fait un séjour dans l'espace. Et ils reviennent, et se mettre debout, c'est déjà très difficile. Ça leur consomme beaucoup d'énergie, donc ils se sentent très essoufflés. Et c'est vraiment ça. Donc en fait, si ce muscle-là, vous l'entretenez pas pour faire les choses qui vous font plaisir au quotidien, c'est-à-dire pouvoir tenir 1 heure à bricoler, tenir 1 heure pour faire des super gâteaux pour vos petits-enfants, en fait, vous allez vous sentir essoufflé, vous allez donc pas vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et donc c'est tout un mécanisme négatif en fait qui vient se mettre en place. Et donc pour éviter ça, c'est vraiment cette activité dans le plaisir. Et comme le disait le Dr Cristani, oui, l'impact physique, ça a vraiment un impact psychologique, physiologique sur votre corps. Donc c'est des choses qui sont à portée de votre main. C'est-à-dire que ça, effectivement, on a parlé de monter les escaliers, mais ça peut être aussi avec des exercices de force qui permettent de renforcer cette masse musculaire et de l'augmenter, mais avec des choses simples. Une bouteille d'eau chez vous, la poêle, j'en sais rien, porter la valise parce que vous aviez des rangements de fringues, au lieu de les faire tous les 3 mois, vous le faites tous les mois. C'est comme ça, c'est des petites choses au quotidien à intégrer dans votre quotidien. On arrive à intégrer le fait de regarder à 19h30 je ne sais quel jeu à la télé. Là, c'est la même chose. C'est intégrer dans votre quotidien à un moment qui vous convient, qui vous est confortable pour vous, pour prendre soin de votre souffle. En tout cas, vous pouvez nous confirmer que quand vous recevez des patients qui sont essoufflés, il peut y avoir vraiment une amélioration? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, sur les maladies que le Dr Cristani a formulées, en fait, sur certaines de ces maladies, il y a vraiment le poumon est malade et on ne peut pas le guérir. Par contre, moi, ma qualité, c'est de pouvoir améliorer tout le reste. Et qu'est-ce que je peux améliorer? Le muscle. Et le muscle, c'est vraiment quelque chose qui, tout au long de notre vie, je peux le transformer, je peux l'améliorer, et c'est vraiment ça le point essentiel à retenir. Et même d'ailleurs, quand on n'a pas de maladie, on peut gagner peut-être grâce aux muscles, on peut être moins essoufflé peut-être aussi. C'est le meilleur traitement de l'essoufflement. Ça s'appelle d'ailleurs la réhabilitation respiratoire, c'est un terme un peu technique, mais qui intègre ce que vient de raconter Jérôme. C'est on remet les gens à l'exercice. Et moi, j'étais en consultation avant de venir tout à l'heure. Ma patiente qui a la fonction respiratoire très altérée, elle a fait 4 semaines dans un centre de réhabilitation respiratoire et elle revit. Et elle refait du vélo et elle remonte les escaliers alors que son poumon n'a pas bougé. Elle continue le même traitement, la maladie n'a pas évolué, par contre tout le reste est très clairement amélioré et elle est très contente. Donc c'est vraiment un très bon traitement de l'essoufflement. Alors bien sûr, le pneumologue il va donner les médicaments qu'il faut pour la maladie en question. Et pratiquement toutes les maladies respiratoires peuvent bénéficier de la réhabilitation respiratoire, de cette remise à l'exercice. Mais alors ce qui va être très important, c'est une fois que Jérôme a fini son job, c'est on rentre à la maison et on continue. C'est le vélo d'appartement qui sert à autre chose qu'à y accrocher des survêtements ou un porte-manteau. Ça sert à en faire 20 minutes, 30 minutes. Ouais, c'est vraiment très important.
Mais alors, comment motiver les grands-parents si vous aviez un petit conseil à donner, comment motiver les grands-parents qui nous regardent à je sais pas, être actifs? Tous les jours, une activité physique qui vous fait plaisir. Celle que vous voulez. Promener votre chien, parfait, excellent. 30 minutes, vous y allez tous les jours, quoi qu'il arrive. Et si possible, vous accélérez un petit peu tous les jours pour essayer de pousser un tout petit peu la machine, pas trop, hein, mais un petit peu. Exactement. Mais un petit peu. Et si ce que vous préférez, c'est le vélo, parfait, excellent. Le vélo, super, on adore. La marche à pied, génial. C'est tout ce qu'on... En fait, c'est ce qu'on veut. Le bateau, c'est pas très physique. Le bateau, c'est un petit problème parce qu'effectivement, vous n'allez pas tellement utiliser... vous allez pouvoir utiliser éventuellement vos bras. C'est peut-être pas mais et encore, si vous faites 2 heures, 3 heures de bateau tous les jours, la natation, excellent. Alors souvent, les anciens respiratoires, ils n'aiment pas beaucoup la natation dans l'eau parce que l'eau va écraser un peu les poumons. Mais à la limite, si on est debout dans le petit bain et qu'on fait des exercices, c'est très bien. Quelque chose qui vous fait plaisir, tous les jours, si possible. Sinon, au moins 3 fois par semaine, mais tous les jours, c'est idéal. Idéal, ouais, c'est 20 minutes. Hein. C'est vraiment cette activité, elle est Et puis j'ai envie de dire, la variété. Vraiment varier les exercices physiques, puisque effectivement, c'est dans cette recherche de plaisir. Pour reprendre l'exemple de la cuisine, après, on peut prendre d'autres exemples qui sont le bricolage, mais vous ne faites pas à chaque fois, tous les jours, le même gâteau. Vous ne faites pas à chaque fois remonter la pompe de votre voiture. Vous variez les plaisirs. Donc, dans cette activité physique, ça va vraiment être ça. C'est-à-dire, déjà relâcher la pression. Peu importe le résultat que vous allez faire, c'est d'avoir cette activité continue, prolongée, qui vous permet à chaque fois d'en faire effectivement un peu plus. Puis ça va assurer, là l'objectif c'est effectivement les petits-enfants. Les petits-enfants sont quand même contents si vous êtes capable de tenir une après-midi avec eux pour les emmener au musée, au parc. Mais donc au parc, au lieu de s'asseoir sur le banc, on accompagne le petit enfant. Absolument. Absolument. Et c'est monsieur et c'est madame. Hein, c'est papy et c'est mamie, si c'est l'occurrence, j'en sais rien. Mais c'est tout le monde et on peut le faire à 2, c'est encore plus facile, on se fait encore plus plaisir. On le faisait en groupe ou on préfère le faire tout seul, c'est pas grave. Par ailleurs, si je peux me permettre, le pneumologue reprend la parole. Si on fume, on arrête. Alors justement, on va y passer. En termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut dire aux grands-parents qui nous regardent? Comment prévenir au maximum les maladies respiratoires, les problèmes d'allergie, docteur? Alors ça, je pense qu'il y a un mot-clé, c'est on préserve son capital respiratoire en préservant l'environnement dans lequel on est. Environnement intérieur, l'intérieur de la maison, on aère tous les jours. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais en aérant? En fait, je tue les acariens. Parfait. Si je tue les acariens, j'ai moins d'allergie aux acariens. J'élimine des substances volatiles qui peuvent être dans l'air et qui peuvent être délétères. Et puis, donc l'aération, c'est pas juste comme ça? Non, c'est 20 minutes par jour, et ça fait baisser la température, ça diminue l'humidité, les acariens meurent. Même quand on chauffe? Même quand on chauffe. Non mais je précise parce que... Même quand on chauffe. Non, c'est très important. Donc, on préserve son environnement intérieur. Attention aux plantes qui peuvent être très allergiques, hein, surtout s'il y a un peu de moisissure. Attention aux animaux de compagnie. Si vous avez des allergiques dans votre famille, les animaux de compagnie, c'est bien, mais si on devient allergique à son chat, à son chien, ça peut poser un problème. Donc, il faut faire ces choses auxquelles il faut faire attention. Et puis, bien sûr, pas de tabac. Ni le vôtre, ni celui des autres membres de la famille. Je crois que ça, c'est très clair. Hein. Et ce n'est pas seulement le pneumologue. Je pense que le masseur kinésithérapeute sera d'accord avec moi. Je peux que confirmer. Voilà. L'environnement extérieur, c'est aussi très important. Hein. On va éviter d'aller dans des environnements poussiérés. Ou en fumée. Ou en fumée, bien sûr. Et tout ça, ça permet de garder des poumons en bon état et en bonne santé. Et ça, pour l'avenir. Parce qu'il y a quoi? Il y a un capital poumon? On est tous avec un capital poumon. Il va augmenter pendant les 2 à 3 premières années de vie. Ça fait court. Oui, mais si j'ai une infection à ce moment-là, si je suis dans un environnement désagréable, eh ben, je vais empêcher d'optimiser ce capital. Et ensuite, mon poumon va se maintenir, et puis à partir de 18-20 ans, je vais commencer à perdre des alvéoles, je perds du poumon. Ça va s'accélérer si j'ai des infections, si j'ai des allergies, si j'ai fumé, si j'ai rencontré des toxiques dans mon métier, par exemple. Donc, dans toutes les situations, tout le moment de notre vie, il faut se dire, est-ce que je mets mon poumon à l'abri? Est-ce que je mets ma respiration à l'abri? C'est très important. Donc, à partir de 60 ans, quels sont les symptômes qui doivent alerter les grands-parents? Du point de vue respiratoire, je dirais qu'il y a 2 grands symptômes. Hein. Le premier, c'est tousser.
C'est pas normal de tousser. Alors on a tous eu un rhume, une grippe, une virose, on a toussé pendant quelques jours et ça s'arrête. Si ça dure, ça n'est pas normal. La deuxième chose, c'est l'essoufflement. Ça n'est pas normal d'être essoufflé, c'est pas parce qu'on a fumé que c'est normal d'être essoufflé, pas du tout. Si on est essoufflé, eh ben, il faut consulter. Peut-être que le médecin va dire il n'y a pas de maladie respiratoire, mais il faut vous remettre à l'exercice et vous allez aller voir Jérôme qui va vous remettre à l'exercice. Et donc on va voir un kiné. Si essoufflement et tout. Le médecin d'abord parce que c'est lui qui fait le diagnostic et ensuite s'il faut bénéficier d'une remise à l'exercice, et bon, on voit. Les 2 symptômes cardinaux sont ceux-là, la toux et l'essoufflement. Sur votre site internet de la Fondation du Souffle, il y a un outil très pratique qui s'appelle le soufflotest. En quoi ça consiste? Alors je vous encourage effectivement à aller voir le site de la Fondation du Souffle, hein, lesouffle.org. C'est un outil très simple. Vous allez répondre à des questions très variées. Votre environnement, vos antécédents, personnels, dans la famille, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez comme symptômes. Et puis on accumule ainsi un certain nombre d'informations. Bien sûr, c'est anonyme, hein, c'est pour vous et pour vous seul. Et en fonction de ça, on va vous estimer votre risque respiratoire. Et puis dans les semaines qui suivent, vous allez recevoir des informations, des conseils pour comment aménager votre environnement, comment préserver votre capital respiratoire, comment l'optimiser. Donc c'est un outil qui a été mis au point par la Fondation, finalement, pour que chacun puisse savoir où il en est et comment il peut s'améliorer. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et à vous maintenant, chers grands-parents, de transmettre les bons gestes à votre famille, à votre tribu. Je rappelle que la Fondation du Souffle ne reçoit aucune subvention publique. Elle permet de financer la recherche, elle permet de parler et d'informer sur les maladies respiratoires pour mieux les prévenir. Vous pouvez devenir donateur, on vous met le lien en commentaire. Vous pouvez aussi devenir bénévole. Et pour faire tester votre souffle, vous pouvez regarder aussi le lien que l'on vous met en dessous de la vidéo. Voilà, on est très heureux de pouvoir proposer des émissions sur des sujets aussi passionnants. Abonnez-vous à notre page Grand Mercredi pour suivre tout ce qui touche à la grand-parentalité. N'oubliez pas de liker bien sûr cette vidéo. Et à bientôt pour un autre sujet tout aussi passionnant. Au revoir.